Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des Écoles. Le secteur rue des Écoles est dédié à l'édition de travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Il accueille également des œuvres de fiction, romans, et des textes autobiographiques. Déjà parus. Martory, Yvon, Le syndrome de Blas, 2014. Larbaudière, Marie-Flore, Une année singulière, 2014. Bastien, Barbara, Carnet de femmes, 2014. Servin, Michel, L'entretien froid, 2014. Bizet, Claude, Oser l'impossible, 2014. Lasserre, Bernard, Un avenir de gloire, 2014. Gons, François, professeur d'anglais en Chine, 2014. Temple, Henri, Théorie générale de la nation, 2014. Marc, Jacques, Parole en l'air, 2014. Adam, Norbert, Mes jeunes années courent dans la campagne, 2014. Beauvais, Paul, À la vie. À la mort, 2014. Paul, Élisabeth, Les tribulations d'une coopérante belge au Mali, 2014. Ces 12 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.harmattan.fr. Du même auteur. Psychopathologie en service de pédiatrie, pédopsychiatrie de liaison, ouvrage collectif dirigé par Ph. Duverger, Elzévier Masson, 2011, Col. Les âges de la vie. Le poids du corps à l'adolescence, ouvrage collectif dirigé par Annie Biraud et Didier Lauru, Albin Michel, 2014. Remerciements à Anne, qui fut la première à croire en ce travail d'écriture et à m'offrir le temps que je lui ai dérobé. À Vincent Moreau et Philippe Duverger, qui me font l'honneur et l'amitié de border ce texte de leurs plumes. À Annie Wallet pour sa relecture et ses encouragements si sincères. Préface. D'emblée, Jean Malka nous montre le lieu de l'apprentissage. Ce livre n'est pas une méthode pour bien apprendre, mais une analyse approfondie de ce qu'est le rapport au savoir pour un enfant, au cours de différents chapitres illustrés de vignettes cliniques. Il nous décrit très précisément la complexité de la question. L'enfant naît prématuré. Il ne peut se débrouiller seul, il a tout à apprendre. Mais le savoir n'est pas l'apprentissage, scolaire en particulier. L'enfant est préoccupé par un autre savoir, sur la sexualité, comme nous l'a enseigné Freud, ses origines, le désir qui a précédé sa naissance et bien d'autres savoirs comme nous l'illustre Jean Malka dans de nombreux exemples simples et éclairants. Comme nous le montre Lacan dans son séminaire encore, le savoir est d'apprendre dans l'autre. Toute la question est là. Le grand autre peut être la mère, le père, la figure de l'enseignant mais aussi le lieu du langage, là où se situe le réservoir de tous les mots, les signifiants qui constituent le langage et la parole. L'enfant doit faire l'effort d'aller chercher ce savoir dans l'autre. Il ne paie ce prix qu'en échange d'une jouissance, d'une libido récupérée de la perte qui consiste à se soumettre aux fourches codines de l'entrée dans le langage et la parole, ce qui est un effort considérable du fait de la prématurité de l'enfant humain. Chez beaucoup d'enfants il y a une impossibilité à aller chercher ce savoir dans l'autre, dû à sa situation familiale, son histoire, les différents traumatismes qu'il a subis, le rapport à son enseignant. C'est alors l'échec scolaire. Il faut différencier l'échec à l'école et l'échec de l'école. Ce n'est pas parce qu'un élève échoue scolairement qu'il va échouer dans ce qui sera son intégration dans la société qui est la sienne, et inversement le très bon élève ne sera pas forcément celui qui saura prendre sa place dans le monde qui est le sien. La stigmatisation actuelle de tout échec scolaire prend ce visage de l'autorité autoritaire, alors que l'échec à l'école, comme nous l'a montré le film documentaire Entre les murs, de Laurent Cantet, ouvre sur un possible d'une vie sociale. Là est l'autorité de l'école. La psychanalyse nous a montré que l'échec à l'école n'est pas le drame subjectif que l'opinion veut nous faire croire. Il reflète la passion, le symptôme, la jouissance, l'ambivalence, le désir. Il peut consister en une rupture nécessaire. Ce qui compte, ce n'est pas la forme du savoir transmis mais son contenu. Ce contenu est étroitement lié à celui qui l'enseigne. Les élèves ne s'y trompent pas.
Ils savent reconnaître la passion pour le savoir de celui qui enseigne, c'est-à-dire quelque chose de son désir. C'est cela ce qui fait autorité. Aucune méthode pédagogique, aussi bonne soit-elle, ne peut faire l'impasse du sujet enfant qui s'est construit son symptôme de façon unique et particularisée, symptôme qui le met face au savoir et aux aléas de ses apprentissages à l'école, sujet enseignant face à son propre désir d'enseigner, de transmettre une part de la libido et de la jouissance qu'il a récupéré lui-même de sa propre accession au savoir, tout en ayant fait le tour de ses manques, autre nom de la castration. Beaucoup d'enseignants témoignent de ce savoir-y-faire. Jean Malka nous montre très bien cet enfant qui doit intégrer globalement tous les aspects d'une position subjective, et non un enfant découpé par la science en différents 10. De cette subtile rencontre entre le maître et l'élève naît le désir de savoir, soutenu par une réponse à la question de l'enfant : que me veut cet autre ? Avec en filigrane le désir parental. S'il me veut du bien, c'est le champ des possibles, s'il me veut du mal, position imaginaire ou réelle, c'est le champ de la pulsion de mort. L'autre de l'autorité devient celui qui jauge, celui qui juge. Le surmoi féroce entre en scène avec son cortège d'inhibitions intellectuelles, de refus de savoir, de phobie scolaire, d'agitation psychomotrice, de manque de concentration, d'agressivité, de dépression et parfois, au pire, de passage à l'acte. La perte du désir d'apprendre ouvre la porte à la jouissance une, ou un par un, pour combler le manque à être. Les objets consommables viennent remplacer le savoir, celui qui fait communication, sens commun et paradoxalement isole même s'ils sont multipliés au sein des réseaux sociaux adolescents. S'il n'y a plus de sens commun, c'est alors le non-sens. Alors lisez ces pages. Vous verrez comment un pédopsychiatre retrouve le sens du symptôme, par le travail théorique et par le travail lent et appliqué auprès de chaque sujet, celui qui dessert ce sujet des tenailles de la pulsion de mort. Dr Vincent Moreau. Psychiatre. Extrait de sa lettre à Albert Camus. Je crois, durant toute ma carrière, avoir respecté ce qu'il y a de plus sacré dans l'enfant, le droit de chercher sa vérité. Louis Germain, Alger, le 30 avril 1959. Extrait de sa lettre à Albert Camus, en réponse au vibrant hommage que rend l'écrivain à son ancien instituteur après l'obtention du prix Nobel de littérature. Introduction. L'apprentissage concerne la rencontre de deux savoirs et de deux désirs, celui de l'adulte enseignant et celui de l'enfant élève. Dans le texte qui va suivre, la place du savoir dans l'appareil psychique de l'enfant, ainsi que l'aptitude de ce dernier à accueillir le désir de transmettre de l'adulte, est interrogée. Si l'école a pour objectif pédagogique celui d'offrir aux élèves un savoir commun servant l'identité groupale et les acquisitions conduisant à l'autonomie, la relation d'apprentissage qui s'y déploie implique une rencontre entre le maître et l'élève en tant que tous deux sujets, et non en tant que respectivement sachants et ignorants. Mais le rapport d'autorité qui fonde la relation d'apprentissage l'est moins par le fait d'un rapport au savoir que par le fait d'un rapport à la loi. Loi en tant que causée précisément par le fait que se suffire à soi-même est source d'enfermement, d'exclusion, et qu'il doit toujours exister hors de soi un morceau de monde, un morceau de savoir qu'il convient d'aller chercher chez l'autre. Ainsi, cette loi n'est pas à saisir dans un rapport hiérarchique entre deux individus, mais comme la condition de la rencontre entre ceux-ci. Toute différente est la notion de règle, à comprendre comme le cadre concret de cette rencontre, ici l'école, cadre dont l'adulte est en revanche clairement le garant. Un cadre, disons hiérarchique, dont il va s'agir de prendre soin pour faire de cette rencontre le lieu de l'avènement du maître et de l'élève comme sujet. Le problème qui se pose aujourd'hui semble précisément lié à une très problématique confusion entre la règle et la loi. Si la règle est incarnée par celui qui en est le garant, en l'occurrence l'enseignant, la loi n'a de sens qu'en tant que produite par la rencontre de deux sujets par essence manquants et désireux de combler ce manque ensemble, ici à travers la relation d'apprentissage qui fonde le lien d'autorité comme nous le verrons au fil de cet essai. De cette confusion entre règle et loi, entre hiérarchie et autorité découle en cascade toute une série d'autres confusions parmi lesquelles la confusion entre la notion de soumission et celle d'obéissance, dans laquelle obéir à une règle du jeu est hélas parfois vécu par l'enfant comme le fait de se soumettre à celui qui est le garant de cette règle, le professeur et son savoir. Dans bien des cas,
La relation d'apprentissage se trouve profondément altérée par le fait que les enfants ont toutes les peines à identifier l'enseignant comme celui sur l'autorité et le cadre duquel ils pourraient s'appuyer pour tracer leur propre chemin. Dans le pire des cas, l'enseignant devient même, aux yeux de l'enfant, un autre qui tantôt abandonne, un autre qui lâche, tantôt envahi d'exigences auxquelles l'enfant se montre incapable de répondre autrement qu'à travers des symptômes, violence, rejet, inhibition, enfermement, dépression, dont l'école se fait aujourd'hui quotidiennement le triste écho. Mais quels sont les déterminants possibles de cet échec lorsqu'il a lieu ? De quel savoir l'autre est-il détenteur aux yeux de l'enfant ? Qu'est-ce que le savoir ? Est-ce un objet que l'on transmet ? Est-ce un objet que l'on partage ? Est-ce encore un objet que l'on construit, seul ou ensemble ? Un objet qui tirerait alors sa valeur de la rencontre entre deux sujets désirants, réunis par un rapport d'autorité faisant de l'un, ici le maître, celui par lequel l'autre, ici l'élève, recevrait le sens de ce qu'il tente d'énoncer à travers ses propres tentatives de production de savoir. Ce texte aborde les différents aspects dynamiques de la relation d'apprentissage chez l'enfant. Il propose d'aborder cette relation comme un lieu de résonance entre deux appareils cognitifs, celui de l'enfant et celui de l'adulte, au départ non équivalents sur le plan de l'efficience, mais aussi entre deux psychés et deux statuts, celui d'élève et celui de maître, non moins dissymétriques. Le point de vue privilégié est celui de l'enfant dans sa relation dynamique avec l'enseignant. Comment un jeune sujet vit-il la relation d'apprentissage ? Là réside toute la question à l'élaboration de laquelle nous nous proposons de contribuer. Loin d'être un essai de pédagogie, pas plus imprécis de psychopathologie, cette réflexion oriente la question des apprentissages vers l'idée d'une dynamique du lien entre l'enfant et celles et ceux par lesquels cet enfant va devoir en passer, non seulement pour aller à la rencontre du monde extérieur, mais aussi pour se découvrir lui-même au sein de ce monde-là. L'enjeu de la relation d'apprentissage est donc ici situé au lieu même de la rencontre entre l'appareil psychique de l'enfant et celui de l'adulte, rencontre dont le statut de l'objet d'échange, le savoir, est ici interrogé. Le regard porté sur la nature de ce lien est celui d'un psychiatre d'enfant, confronté à de très fréquentes demandes de consultation pour difficultés d'apprentissage. Le constat est ainsi fait que nombre d'enfants concernés présentent des difficultés qui souvent interrogent non seulement leur fonctionnement cognitif et psychique mais également leurs liens complexes. Dans cette perspective, la place accordée à la nature du lien entre la cognition et le domaine psycho-affectif est ici abordée en tant qu'elle fait écho à la manière dont l'enfant et l'adulte se rencontrent au sein de la relation d'apprentissage. À partir de cette analyse, quelques hypothèses sont développées quant au rapport entre la relation d'apprentissage chez l'enfant actuellement scolarisé et la rencontre inaugurale de cet enfant avec le langage, dont la particularité est d'être, à l'instar du savoir, à la fois le fruit d'une production, d'une création de l'enfant comme sujet, et le fruit d'un apprentissage de ce même enfant auprès de l'adulte transmetteur. Qu'en est-il donc du statut de ce mystérieux objet, le savoir à mi-chemin entre le soi et le non-soi ? Qu'en est-il de la manière dont le discours de l'enfant et celui de l'adulte vont pouvoir s'ajuster l'un à l'autre autour de cet objet aussi nécessaire à partager qu'à départager, aussi saisissable qu'insaisissable, aussi rigoureux que mystérieux qu'est le savoir ? C'est à partir de l'origine et de la philologie de quelques mots-clés, dont nous avons croisé la rencontre avec la clinique et ce qu'elle nous enseigne, que nous avons tenté de restituer à la relation d'apprentissage son sens, son essence. Apprendre. Arrêt 2010 nous enseigne que le verbe apprendre est un verbe transitif venant du latin populaire apprender, du classique apprehendere, appréhender, au sens psychologique de ce verbe. Dès l'ancien français, le verbe signifie saisir par l'esprit et acquérir pour soi des connaissances, v 950, valeur parallèle à celle de comprehendere, comprender, comprendre. Il se dit aussi v 1140 pour donner à autrui des connaissances, apprendre à quelqu'un à aussi apprendre quelqu'un à, v 1190, ainsi que pour instruire quelqu'un 1000. XIIe siècle, sens disparu mais qui a donné bien appris et mal appris. La valeur concrète de apprehendere existe aussi en ancien français, v 1120, ainsi que le sens d'allumer, 13e S, qui correspond à faire prendre le feu. Le sens subjectif du verbe, construit avec a 1080, correspond à contracter une habitude et à devenir capable de quelque chose par l'expérience.
Quant aux opérations intellectuelles d'acquisition des connaissances, elles sont assez précisément senties pour qu'un emploi absolu, le désir d'apprendre, etc., se dégage très tôt, v. 1175. Les valeurs nouvelles sont apparues, comme apprendre à quelqu'un au sens de l'obliger, le contraindre, 17e s. Ray, notamment dans des formules de menace telles je vais t'apprendre à et infinitif, ou encore dans ça lui apprendra sans complément. Le cas de apprenti en monsieur est complexe. Apparu comme adjectif sous la forme apprenti, v. 1175 puis comme nom 1268, le mot désigne dès le Moyen-Âge une personne jeune qui apprend un métier artisanal. À la Renaissance, il correspond à novice. Le dérivé de apprenti, apprentissage en monsieur, 1395, signifie formation technique et artisanale, d'où 1447, temps où l'on est apprenti. Comme apprenti, ce dérivé reçoit 1558, dans un contexte moral, une valeur étendue, premiers essais, et en sciences une acception spéciale, processus d'acquisition des mécanismes et automatismes psychiques, 20e s. Mais le premier sens attesté, toujours usuel, se développe au XIXe et XXe siècle. Avec l'enseignement technique. Le verbe apprendre nous renseigne ainsi sur sa valence à la fois centripète, assimilation d'un savoir venu du dehors, et centrifuge, caractérisé par le fait de dispenser un enseignement à autrui. Ces deux valences, centripète et centrifuge, se trouvent par ailleurs intimement reliées l'une à l'autre, à la manière du maître et de l'élève, dans la mesure où le maître est censé allumer le feu de la pensée de l'élève, rejoindre l'élève dans ce qu'il a d'inflammable, sous la forme du désir d'apprendre, autrement dit d'accessible à l'étincelle produite en lui par l'enseignant. La notion de contrainte émerge plus tard, impliquant alors une certaine emprise du maître sur l'élève, l'acception initiale dans laquelle la notion d'échange, de rencontre, semblait prévaloir, évoluant vers l'idée que l'élève, devenu novice, et donc ignorant, devrait en quelque sorte se soumettre au savoir dispensé par le maître. Qu'est-ce qu'un élève ? Le terme d'élève trouve son origine dans l'époque classique 1653, par le besoin de fournir un équivalent français de l'italien allievo, mot de la Renaissance, fin 15e s, désignant celui qui est élevé par un maître. Élève désigne ainsi d'abord une personne instruite dans un art par un maître, cf. disciple, puis 1690, un enfant qui reçoit l'enseignement d'un établissement scolaire. Cette référence au maître qui élève apparaît ainsi étroitement liée au verbe élever, qui à partir du sens général consistant à mettre, porter, quelque chose plus haut, revêt plusieurs emplois analogiques, au sens propre comme au sens figuré, élever l'esprit de quelqu'un. Le propre et le figuré se retrouvent également dans la formulation élever la voix, qui renvoie autant au changement de tessiture de la dite voix qu'à l'acte d'autorité que ce changement peut impliquer. Spécialement, élever s'emploie au sens des amener, un être vivant, à son plein développement physique, intellectuel ou moral. La jeunesse de cette acception est ainsi sentie comme une figure par rapport au sens de mettre plus haut, c'est-à-dire faire grandir, faire croître. En outre, élever un enfant signifie à la fois le nourrir et le soigner 1530. La valeur éduquée apparaît plus tard, 1607. Après le XVIIe s, le verbe est en concurrence avec éduquer, plus qu'avec nourrir et soigner d'après Arrêt, 2010. L'origine d'élève révèle ainsi que ce terme n'existe qu'en référence à un maître dont la mission est de permettre à cet élève d'une part d'être initié à un art, une technique, un apprentissage quel qu'il soit, et d'autre part, de permettre à ce même élève de s'accomplir lui-même à travers cet enseignement, autrement dit, d'advenir, c'est-à-dire d'aller bien au-delà de la simple reproduction de l'objet enseigné par le maître. Cette notion d'accomplissement, d'avènement de l'élève à travers sa rencontre avec le maître, apparaît essentielle. Être élève, c'est ainsi se confronter au décalage, source de malentendus, entre l'organisation collective d'un système d'apprentissage autour d'une classe d'âge dont on attend qu'elle se saisisse d'un socle commun de connaissances servant à appréhender collectivement l'ordre des choses, et la manière dont chaque enfant se saisit individuellement de ce système pour advenir, autrement dit pour tracer son propre chemin. Au plan collectif, il s'agit de convaincre les enfants que le monde est lisible, déchiffrable, et que ses coordonnées peuvent être partagées par tous, pour peu qu'on les apprenne et qu'on les intègre. Il faut donc posséder toutes ces clés, laborieusement façonnées à l'école, à la maison ou ailleurs, pour découvrir ensemble que le monde s'organise à partir de représentations communes. Au plan individuel,
Toute la difficulté réside alors, pour l'enfant, dans le fait de pouvoir nourrir son potentiel créatif en restant en même temps arrimé au nécessaire sens commun qu'exige toute relation interhumaine. Force est toutefois de constater que le partage du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.